Ok, alors le débat du jour portait sur la data visualisation avec une conférence sur GFI Geek sur la chaîne Twitch de GFI. On a vu l'interview ici. Je sais pas s'il est rediffusable. C'était en live donc forcément. Et ouais, ça parlait principalement de la façon dont est structuré le code et euh, le fait que ce soit un logiciel qui est devenu robuste dans sa conception, qu'il est issu de la conjonction de différentes disciplines scientifiques qui sont interdisciplinaires du coup. Et c'est ainsi que finalement, mine de rien, un pays comme la France, souvent considéré comme attardé, et à raison sur le plan technologique en tout cas, euh, a au moins une fois en réalité, c'était depuis très longtemps dans le domaine des sciences, dans le domaine de la philosophie, de la logique et des mathématiques. La France a toujours été à l'avant-garde, mais ça l'est depuis longtemps. Et aujourd'hui, au moins avec ce logiciel de data visualisation, on a eu une petite reconnaissance mondiale, en tout cas pour ce qui est euh, euh, de cette pratique en fait, qui finalement est extrêmement importante. C'est avéré extrêmement importante dans beaucoup de domaines scientifiques. Le fait d'avoir une, c'est ça, hein, ça donne ça le schéma. Le fait d'avoir une visualisation des données peut éclairer un peu la compréhension qu'on peut avoir d'un système complexe, où notamment on a beaucoup de données qui sont enchevêtrées, comment elles sont connectées entre elles, etc. On peut au moins les catégoriser et voir jusqu'où ça s'étend. Voilà, ça permet quand même d'avoir une visualisation pertinente des données. Et nous, on s'en sert de ça. Déjà, on s'en est servi dans notre domaine particulier. Bon, en fait, on a notre informateur, on va dire, qui nous donne quelques informations avec des noms et surtout euh, comment ces noms sont reliés entre eux. Donc, on a eu besoin à un moment donné d'avoir ce schéma qui permet de comprendre un peu comment sont connectés des pôles qui sont extrêmement influents en politique. Et l'autre information, c'était celle-là, euh, où on est dans un cas de figure qui consiste à répondre à une énigme, qui consiste à dire, en croisant les listes, vous devez trouver la plupart des personnes clés qui travaillent activement à mener ce monde à sa perte, notamment avec une deuxième précision un peu plus tard, en excluant les comptes génériques, toutes les personnes et organisations qui apparaissent plus d'une fois dans ces listes sont impliquées. La plupart des personnes qui n'apparaissent que dans une seule liste ne le sont pas. De nombreuses autres personnes également impliquées n'utilisent pas ce réseau social pour communiquer, à savoir Twitter. Et donc avec ce schéma, déjà ici, que nous on peut... alors on pourra pas le voir sur notre truc, donc c'est pas grave. Déjà on peut le voir ici, c'est déjà pas mal. On a déjà une idée de la façon dont sont reliés les gens et de voir l'importance qu'ils peuvent avoir les uns par rapport aux autres. Et ça nous a beaucoup éclairé. L'autre utilisation qu'on fait de GFI, évidemment dans le data journalisme, il va consister à... Alors, on s'en est servi récemment dans une série d'articles concernant euh, deux séries d'articles d'auteurs qui étaient entremêlés et croisés. Alors, je vais faire une petite recherche. Voilà. On avait donc euh, un grand nombre d'interconnexions entre des articles assez différents. Et il a fallu avoir comme ça a commencé à devenir un peu compliqué au bout d'un moment, donc il a fallu avoir une vue globale. Elle n'est pas forcément très parlante et très éclairante, mais ça montre que c'était déjà plus complexe que ce qu'on croyait au départ. Il a fallu juste mettre deux couleurs pour les articles qui sont liés par ascendance, donc les groupes d'articles et dossiers,
ça c'est un dossier qui contient ça et ça. Et quand c'est rouge, évidemment, ça ne devrait pas être rouge à ce moment-là, mais seulement à la jonction. Mais c'est difficile d'établir précisément que ça c'est un enfant de lui, et que ce lien-là c'est un lien de voir aussi. Donc une relation. Donc là c'est facile quand il y a une relation entre deux articles qui sont eux-mêmes enfants d'un parent, mais parfois c'est pas le cas. On voit aussi comment des articles reliés peuvent conduire à d'autres schémas, euh, d'autres arborescences d'articles en fait. Ce dont j'ai besoin principalement, c'est d'avoir vraiment une arborescence bien classique qui permet de voir les articles parents, articles enfants, et ensuite de voir les articles liés seulement à la demande en fait, au cas par cas. Et dans ces articles liés, ça va nous conduire évidemment vers d'autres séries d'articles qui sont eux-mêmes qui appartiennent à des dossiers d'articles ou qui sont eux-mêmes des parents pour d'autres articles. Et donc, ce dont on a besoin, c'est plus une représentation carrée déjà, et en utilisant la verticale pour comprendre l'antécédence dans le temps. Parce que là, le problème, c'est qu'on voit pas très bien la temporalité de cette série d'articles, de ces deux grandes séries d'articles qui sont reliés entre eux et qui sont connectés encore à d'autres petites séries. Et le problème de la data visualisation, donc, c'est de pouvoir s'adapter précisément à chaque besoin exact. Aussi, on a vu que là, on a des titres qui sont énormes, qui prennent toute la place. Là encore, ça demande un autre problème. Il nous faudrait juste une vignette. Donc, dans notre petite conférence, la petite conférence qui a été donnée par les gens de GFI, j'ai pu poser la question. Et il y a des solutions donc, qui existent pour permettre d'avoir une vignette ou en tout cas même un picto à la place de ces nœuds. Mais par la suite, on aura besoin de faire quelque chose qui soit plus clair, qui soit activable, donc on puisse activer des boutons au fur et à mesure pour étendre et complexifier le réseau, et de pouvoir le faire à la volée en fait, directement en ligne. Et ça, ce sont donc des travaux qui sont en cours et qui auront lieu. Ce qui est important, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un super vaste et très intéressant problème là, que la data visualisation, parce que à la base, tiens, je vous amène ici, toute la réalité n'est qu'une représentation mentale de la réalité. Toute chose qui existe n'est possible que par une construction psychologique. La réalité n'existe pas telle qu'on se la figure, et l'exemple le plus basique, quand je dis n'existe pas tel que se la figure, c'est parce que c'est une considération philosophique qui est quand même d'une extrêmement grande importance pour pouvoir percer certains secrets de l'astrologie, l'astronomie, l'astrophysique et la cosmologie, la physique quantique, etc. On voit bien que quand on arrive à certaines limites, notre représentation mentale est amplement insuffisante pour comprendre ce qui se passe, et donc il nous reste des outils statistiques. On a donc des limites à ce que notre cerveau est capable de concevoir, et ne serait-ce que dans le domaine de ce qui est perceptible et compréhensible, eh ben, ces choses n'existent que par construction psychologique, et le fait d'avoir une représentation de la réalité et d'avoir conscience que tout ce qu'on voit n'est qu'une représentation de réalité permet d'avancer beaucoup plus facilement dans la science. Donc l'exemple de base, c'est cette table périodique des éléments chimiques qui se substitue un peu à celle de Mendeleïev, que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, et qui est inacceptable. Cette table est inacceptable pour tout le monde. Il est hors de question de remplacer celle de Mendeleïev. Elle est historique et définitive, elle ne bougera jamais. Et si on propose d'autres versions, on les trouve amusantes, rigolotes, etc. Mais on ne leur accorde pas l'importance. Pas du tout d'importance en fait. C'est juste du loisir pour s'amuser, c'est funky. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que
La table de Mendeleïev n'est qu'une représentation visuelle des atomes. Ce qu'on veut, c'est comprendre, c'est intégrer, c'est avoir une perception mentale de ce que sont les atomes, et notamment en particulier pour ce qui concerne la table périodique. Pourquoi périodique? Il y a bien une histoire de cyclicité, il y a une histoire de... C'est une cyclicité qui est un peu spéciale. Elle est comme une spirale qui a des embranchements, qui a plusieurs spirales imbriquées les unes dans les autres, qui se multiplient. C'est quelque chose qui est assez étonnant, et c'est très intéressant de faire ce petit effort intellectuel pour essayer de visualiser comment l'univers a créé 1, puis 2, puis 3, puis 4. Alors, du coup, 3 et 4, c'est comme 1 et 2, mais à un autre endroit. Donc le 1 et le 2, ils se sont mis l'un à côté de l'autre naturellement, mais ils ont dû former un bloc. Et essaye de visualiser ça. De dire, tiens, c'est marrant, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on a un deuxième bloc qui est un bloc géant. C'est le même que le bloc 1 et 2, ou 3 et 4, mais c'est en géant. Un peu plus grand. Et ces blocs augmentent de taille à chaque fois. Et ce sont ces blocs qu'on appelle les couronnes électroniques. Et ce qu'on voit ici, ce sont les sous-couronnes électroniques. Donc la première sous-couronne, c'est la petite, la deuxième, la troisième, et une quatrième sur la quatrième couronne. Seule la quatrième couronne peut avoir 4 sous-couronnes. La cinquième couronne, potentiellement, pourrait avoir 5 sous-couronnes. Parce qu'il n'y a pas de problème. Si on pousse un peu plus loin, ici, 120, au-delà de 120, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à remplir la cinquième couronne ici. Puis ensuite, on remplira la quatrième couronne, et ainsi de suite. Là, on remplit la troisième, on remplit la deuxième, il restera une là. On peut continuer à étendre le schéma un peu plus loin, comme ça, on voit en linéaire. Évidemment, ça va très loin après. De façon grande, ok. Et tout ça, c'est un schéma qui est possible à décrire de façon mathématique. En tout cas, dans les grandes lignes, on peut créer un algorithme qui permet de créer cette suite comme ça. On va là, et on fait 1, 2, 3, 4. Et là, on voit le schéma qui se répète. Et ensuite, qui se répète. Mais avant de se répéter, il y a une nouvelle étape de remplissage ici. Alors vous voyez qu'il y a des petites erreurs qui apparaissent sur le 20 ici. Il s'éteint, il s'allume. Donc il y a un moment donné, pour le 29, en fait, ça, la position 29, vous comprenez, il faut comprendre que ça, ce sont les électrons de l'atome 29. Donc l'atome 29 a ces électrons-là qui sont allumés sur ces couronnes électroniques. Donc il y a l'électron de la position 19 qui s'allume de façon intempestive en fait. En fait non, c'est le 20 qui s'éteint de façon intempestive, tac, tout d'un coup, et donc le 20 il vient se mettre à la place du 30, ce qui fait que ça nous casse un peu notre rythme ici, parce qu'on était 1, 2 comme ça, et là il y en a 2 qui s'allument, parce que tu as un électron qui s'est allumé ici avant de s'allumer ici, parce qu'il était du coup, à cause de la configuration plus stable ici que là-bas. Étrange, amusant, mais intéressant à voir. Et on continue à remplir, donc le 30e électron qui devait arriver là, bah, du coup il va se mettre là, à la position 20. Et on continue notre petit schéma, alors voilà, ça commence, tac, tac. Et on a donc un schéma qui, dans les grandes lignes, est prévisible. Voilà. En tout cas, donc, on peut écrire un algorithme très simple, très très simple, à base de 1, de plus et de moins, juste pour dessiner ce remplissage électronique en permanence. À part, évidemment, les anomalies qu'on constate à droite et à gauche, qui, elles, sont encore, mais il faut le dire clairement, totalement inexpliquées. En tout cas, on ne peut pas les expliquer sur un plan mathématique, on n'a pas de règles mathématiques qui nous expliquent pourquoi il y a des moments où ça saute. On peut voir qu'il y a des moments communs où ça saute, dans des positions communes qui font des erreurs. On peut voir que ces erreurs se multiplient, donc une erreur simple devient une erreur plus longue, puis
deux erreurs assez courtes, puis deux erreurs longues et une erreur courte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le nombre d'erreurs n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure qu'on progresse dans la table. C'est très amusant. Mais ce qui est intéressant, c'est donc d'avoir une visualisation mentale, parce que c'est que ça, de ce que sont les atomes, et donc pour chaque atome, de la position des électrons, la configuration électronique de chaque atome. C'est ça que ça permet de faire. Bon, c'était juste pour parler de cette partie-là qui m'amuse beaucoup, moi, personnellement, évidemment. Et c'est ça qui m'a conduit ensuite à comprendre que finalement la représentation de la réalité était la chose la plus importante pour définir ce qu'on croit être la réalité. À chaque fois qu'on a une affirmation sur une réalité, on parle en réalité de la façon dont les gens se représentent cette réalité qui est complexe. Et donc avoir un outil qui permet d'avoir une représentation, c'est assez éclairant, ça permet de fixer les idées. On ne peut pas forcément s'imaginer en lisant par exemple ces bases de données qui sont là. Donc ça c'était ce schéma là par exemple. On a ici tous les noms. Donc il y a 4000 noms. Ici, donc ça c'est ma machine en fait qui s'est à fabriquer. Attends, je crois que c'était lui, voilà. 4000 liens, c'était peut-être pas lui du coup, c'était l'autre. J'ai oublié. Bon, celui. Ah oui, il y a 4000 noms, d'accord. 4000 nœuds donc. Et 4000 liens. Donc là ça va, c'est facile. En général, il y a beaucoup plus de liens que de nœuds. Et avoir une visualisation de ça n'est pas si facile. Par exemple, on peut, dans cet exemple où on devait trouver les personnes qui étaient en commun avec les personnes qui étaient reliées, on a une liste de personnes, et toutes les personnes qui sont en commun avec ces 5 personnes-là au moins, ou les 4, ou les 3, ou les 2, ont un rapport avec ce qu'on cherche. Donc on fait un tableau comme ça, on essaie d'avoir une idée. Là, ce sont toutes les fois où on a 5 connexions, une connexion 3 par 3. Voilà, 1, 2, 3. Il n'y a aucune personne qui est connectée au 4. Et là on voit la liste, voilà. Les gens qui sont importants, qui sont connectés à au moins 2 noms, on a tous ces noms là. Des gens qui sont importants, qui sont connectés à 3 noms, c'est cela. Et là, il y en a qui sont connectés aux 5, ici. Avec tout un système de codage pour essayer de comprendre ce qui a voulu être fait. Donc là, on a la liste après. Bon, voilà. Et ça, donc, ce qui est amusant, hein, entre parenthèses, c'est que sur Twitter, on a les liens directs des liens entre les gens qui sont directement affichés. Un tel aime telle personne. Ils forment des réseaux. Et nous, on a tout de suite une information extrêmement intéressante sur qui connaît qui, etc. Et le fait qu'il y ait des croisements faisables, c'est tout de suite pertinent. Et donc ça permet à la fin de faire un schéma comme celui-là. Voilà, en gros, ce sont les usages que je fais du système de data visualisation avec le logiciel Gephi, qui est donné ici. Alors on a vu plusieurs liens, fais voir. Voilà, ça c'est le code source de Gephi. Donc sur Git. Et ça c'était dans le cadre donc de notre petite... il y a toute une conférence en fait qui va durer toute la semaine sur ça, le big data, la data visualisation. Et tout ça, ça nous a semblé vraiment très intéressant. En tout cas pour le cas d'usage qu'on veut faire, c'est ça, c'est automatiser une petite, légère, simple, éclairante visualisation des liens qu'il peut y avoir entre des articles qui peuvent être complémentaires. Ah oui, parce qu'il faut que j'explique en fait comment ça marche. En fait, normalement, les articles, il se passe quoi? Tu as un événement qui se produit. Ensuite, de cet événement, il y a des répercussions. Alors, parce qu'en fait, en data journalisme, on essaye de suivre les événements. Donc, il y a un déclencheur principal qui donne à dire des choses.
ce même événement peut être répercuté plusieurs fois. Donc, de nombreux sites vont dire quasiment la même chose, mais en rajoutant à chaque fois une information ou l'autre, ou en déniant une première information. Ensuite va arriver une série d'analyses. Donc cette analyse va donner lieu à un nouvel arbre en fait dans notre schéma. Et d'autres analyses vont arriver à la suite. Des analyses seront globales, générales, historiques, politiques, ainsi de suite. Il y a des opinions, mais ça reste toujours des analyses des faits. Il y a encore des articles qui vont revenir sur l'arbre principal pour rajouter des événements qui n'ont pas été dit au début, ainsi de suite. Il y a des commentaires. Ensuite, il y a peut-être des allusions philosophiques ou des contextualisations de l'événement. Et ça, cette contextualisation va encore donner lieu à un nouvel arbre qu'on va pouvoir classer des fois dans les analyses. Et on va pouvoir relier cet événement à d'autres événements qui se sont produits, d'autres événements qui à leur tour aussi auront toute une liste de commentaires, d'analyses, de recherches, d'ajouts, de retrait d'informations. Parfois, il y a aussi même des commentateurs qui vont apporter un point de vue particulier sur un événement et qui font ça régulièrement sur différents événements. En fait, ce qu'on veut avoir au final, c'est une visualisation de certains événements qui parfois peuvent devenir assez dantesques facilement. Certains d'entre eux peuvent durer au moins des années. Évidemment, quand on a commencé avec l'affaire Covid, on a ouvert un dossier et forcément c'est devenu assez phénoménal. Comme actuellement, on a par exemple l'affaire sur la fille de l'intellectuel russe Dugin. Voilà, ça donnait lieu à un paquet de choses. Ça, c'était la deuxième itération. Ils ne sont pas tous forcément dans le temps présent là. Il y a un leak de Twitter à un moment donné qui s'est produit. Alors voilà, il se passe des choses. En Algérie, Macron accuse la Russie. Alors voilà ce qui se passe. Ensuite, va signer un accord de partenariat renouvelé. Victime d'insultes, il part en courant. Et ensuite, il y avait des articles sur d'autres pays qui font d'autres, comme l'Italie, qui ont soufflé le contrat au nez à la barbe de la France, etc. Et donc, si on veut avoir une compréhension, une visualisation de ce qui se passe, parce que les événements, ce ne sont pas des articles. Les articles, ils sont ponctuels, ils ne sont pas très pertinents en soi. C'est dans quoi les articles s'immergent qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Et souvent, ce qui se passe, ça va très vite être connecté avec énormément de choses. Évidemment, tout ça, c'est dans le contexte actuel où la crise économique qui est engendrée par la guerre, qui a succédé à un jour près à l'affaire du Covid, donc une suite d'événements assez phénoménales qui fait l'ensemble du goût et des couleurs des informations qui arrivent quotidiennement. En fait, tout ça, c'est dans un contexte général à chaque fois. Et donc, forcément, tout est très très relié. Là, on n'a que le mois précédent, les articles, mais après, ça peut devenir assez énorme. C'est pour ça qu'on a des systèmes de classement assez complexes. Voilà, c'était juste sur les data vis. Merci.